Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Curieux de Nature. Il niche souvent sous un pont ou une structure au-dessus de l'eau. Le cincle plongeur est un oiseau plutôt discret qu'on entend souvent avant de voir et sa présence est un très bon indicateur de la qualité de l'eau. Vous êtes curieux de découvrir ça avec nous? On y va! Bonjour Eric. Bonjour Julie. Alors le cincle plongeur, c'est un oiseau assez trapu qu'on reconnaît grâce à cette espèce de plastron blanc qu'il a sur le torse. Tout à fait. Donc c'est un oiseau de la taille d'un merle. On l'appelle aussi merle d'eau d'ailleurs, qui est un petit rondouillard, avec une queue assez courte. Il fait un petit peu penser, pour ceux qui connaissent le troglodyte, un troglodyte géant, un troglodyte de la taille d'un merle. C'est un oiseau qui a la particularité de voler, mais aussi de nager. C'est un oiseau qui vole comme tous les oiseaux, mais il plonge, il nage, et si je puis m'exprimer ainsi, il vole sous l'eau. Dans le sens qu'il vit au bord des ruisseaux, de tous nos ruisseaux, nos rivières ici en province du Luxembourg, mais alors il est capable de nager, de plonger, il est vraiment inféodé à l'eau. C'est le seul passereau aquatique qu'on ait chez nous. Il n'est jamais loin de l'eau, d'un beau petit ruisseau. Et en fait, il peut aller sous l'eau grâce à ces os qui sont particuliers par rapport aux os des autres oiseaux. Oui, les os du cincle sont pleins, sont plus massifs et pleins que les autres oiseaux. Étant donné que ce n'est pas un grand migrateur, il vole très très bien. Il ne va pas très haut, mais il vole très très vite, toujours au ras de l'eau. Et donc tout est fait pour aller dans l'eau. Donc le plumage est parfaitement étanche. Quand on est au-dessus d'un pont et qu'on regarde un cincle qui plonge ou qui nage sous l'eau, enfin, qui vole sous l'eau même, si on peut dire, on a vraiment l'impression que c'est un peu une boule de mercure argentée qui file et il va très très vite. Alors vous dites qu'il vole presque sous l'eau parce que sa technique de nage est un petit peu particulière. C'est pas de son papa le met, donc un petit peu, si je peux faire la comparaison, un peu comme un pingouin qui vole sous l'eau, mais pour descendre dans le fond, il va voler, et alors il va utiliser ses ailes et son corps pour, avec le courant, être plaqué contre le fond de l'eau, ce qui va lui permettre de retourner des cailloux et de chercher des larves d'insectes aquatiques comme des éphémères. Donc il y a pas mal d'insectes dont les larves se développent dans l'eau, et donc c'est de ça qu'il se nourrit. Tu vois, ici, en fait, voilà, ça c'est un nichoir qu'on a accroché au sommet du pont, donc c'est du béton, donc c'est super solide même en cas de crue. Et je ne vais pas mettre ma main dedans parce qu'il y a des jeunes qui sont on les entend crier d'ailleurs. Ils ne sont pas très donc contents. Ils ont vu ma main, ils se disent que maman est là. Donc l'oiseau rentre par là et le nid est construit dans cette partie-là. Pourquoi? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si maintenant il y a un prédateur qui arrive, les jeunes ils tomberont directement dans l'eau. Et même sans savoir voler, ils iront se cacher à gauche, à droite. Et le prédateur n'en attrapera peut-être qu'un ou deux au lieu de détruire toute la nichée. Mais donc leur nid, c'est toujours au-dessus de l'eau. Dans les anciens ponts, il y avait des cavités où ils savaient se mettre. Mais dans les ponts comme ceux-ci, il n'y a plus moyen. Et de quoi est composé le nid du cincle plongeur? Mais écoute, le nid du cincle, c'est une grosse boule de mousse. Donc il va chercher de la mousse. Bon, il y en a beaucoup au bord de l'eau. Elle est humidifiée et compactée pour faire vraiment une grosse boule. S'il est par exemple sur une poutre au-dessus d'un pont, d'un ancien pont, c'est vraiment une grosse boule de mousse avec l'intérieur des feuilles. Et alors, mais toujours avec l'ouverture, l'ouverture par où l'oiseau rentre, dirigée vers le bas, pas la verticale en dessous, mais vers le bas, de façon à ce qu'en cas de danger, les jeunes puissent, quand ils sont assez grands, puissent plonger directement dans l'eau s'il y a un prédateur qui vient pour les embêter. Et là, les oisillons, on les a entendus. Ils ont l'impression que c'est maman qui va apporter à manger. Ils ont vu ma main qui bougeait en dessous et donc tout de suite ils se sont mis à mendier en disant voilà le repas qui arrive. Mais maintenant, je crois qu'ils ont compris que je n'ai pas de plumes et on va surtout pas les déranger trop longtemps pour ne pas perturber cette niche. Qu'elles puissent continuer à nourrir. C'est ça. Dès la fin février, les couples de cincle plongeurs se forment.
La femelle va pondre en général 4 à 6 œufs qu'ils couvent environ 15 jours. Les jeunes cincles quittent le nid après une vingtaine de jours. Avant même de savoir voler, ils commencent par apprendre à nager. La période pour baguer les oisillons est donc extrêmement courte. Quand ils ont refait les ponts pour le chemin de fer, ils ont laissé à chaque fois des petites logettes. Donc il y en a 4 par pont en général. Et donc le nid, les 5 viennent se mettre dans les logettes. Et ici le nid il est au fond à gauche. Il n'y a plus qu'à. Ah ben, on voit les têtes qui passent. Ils attendent papa et maman pour manger. Qui doivent traîner pas loin. Donc en fait là je vais prendre tous les jeunes, je vais les mettre dans un petit sac et puis je vais les mettre à un endroit qui est plus stable pour pouvoir les baguer. On va aller baguer tout ça. Là, il a à peu près 6 ou 7 jours. Et c'est le moment opportun pour le baguer en fait. Oui. En fait, quand ils sont trop petits, la bague va glisser des pattes. Et quand ils sont plus grands, ce sont des oiseaux qui ont le réflexe de sauter du nid. Et quand ils ne sont pas prêts à sortir, c'est problématique évidemment. Ils peuvent être prédatés, etc. Donc ils sont beaucoup plus en sécurité dans leur nid. On veille toujours à ce que la bague soit bien positionnée, qu'elle soit libre de tourner pour ne pas blesser l'oiseau. Et alors surtout qu'elle soit bien fermée pour ne pas qu'il aille s'accrocher voilà, dans un fil ou ce genre de choses. Comme ça, elle est bien fermée. Voilà, chouchou. Allez, c'est l'heure de retourner à la maison. Vous l'avez dit, c'est important hein, ce travail de bagage. Oui. Alors, ici, c'est pas un oiseau migrateur, hein, donc le cinq, il est tout à fait sédentaire, c'est-à-dire qu'il reste ici toute l'année sur son territoire. Parfois, il peut se déplacer un peu quand les eaux sont gelées pour trouver sa nourriture, mais c'est intéressant pour étudier un peu son territoire, étudier aussi l'évolution des populations, ce genre de choses. Donc, c'est des données qu'on n'aurait pas sans le bagage. Depuis le 15 mars, tous les week-ends, je fais le tour, je fais une surveillance. Puisque la fenêtre pour baguer est très courte, mais ça nécessite de savoir où en est la nichée, à quel stade d'évolution sont les jeunes, est-ce qu'on peut les baguer déjà ou pas. C'est intense, mais voilà, c'est que du bonheur. En plus, avec du temps comme on a aujourd'hui, c'est vraiment très très chouette. Là, on est sur un endroit qui est un petit peu plus délicat, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça, voilà. Parce que comme les briques sont décellées, en fait ça fait vraiment office d'échelle pour les prédateurs. Et comme il n'y a quand même pas énormément d'eau pour le moment, il y a plus de risques que le prédateur parvienne au nid. On va aller voir comment se portent les bébés. Ils sont déjà plus gros. Attends, petit chou. Hop là. Ils sont en forme. 2. Ils restent au nid à peu près 3 semaines. Donc là, comme ils ont déjà une bonne semaine, ils sont encore là pour 15 jours. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils vont sauter du nid, ils vont tomber dans l'eau, ils vont nager un peu et se laisser entraîner un peu par le courant. Et puis, ils vont s'accrocher à la végétation des berges dans lesquelles ils vont aller se cacher pour de nouveau se protéger des prédateurs. Mieux ils sont cachés, plus ils ont de chances de survie. Et alors pendant 2 semaines, les parents vont venir les nourrir sur la berge. Et puis seulement après, ils vont apprendre à voler et à prendre leur indépendance. C'est 38. C'est des données importantes, donc je les note tout de suite.
pour ne rien oublier. Et quand je vais rentrer à la maison, je vais les encoder dans un programme spécialisé dans lequel on encode en fait pour chaque bague l'espèce, l'âge et tout ça est ensuite transmis au Musée des Sciences à Bruxelles. Donc ici, il n'y aura plus besoin d'intervenir sur ce site cette année. Alors, je vais quand même venir vérifier s'ils ne font pas une deuxième nichée, comme ça je peux faire un suivi de la deuxième nichée. Voilà, donc j'ai pas fini de bosser encore. Tu vois, ce genre de petits ruisseaux, il peut venir jusqu'à des petits ruisseaux comme ceci. Et par exemple, là, en dessous des racines, eh bien, s'il n'y avait pas de pont, pas d'intervention humaine, il est capable d'ancrer son nid dans les racines en dessous de la berge, par exemple, mais toujours au-dessus de l'eau. Et il y a même des exemples où, dans des grandes cascades, il est capable de faire son nid, s'il y a un surplomb, derrière la cascade. Donc il traverse l'eau pour aller nourrir ses jeunes qui sont derrière. Donc c'est vraiment, il est aquatique à fond. Est-ce que toutes les rivières conviennent au cincle plongeur? Non, absolument pas. Donc il a besoin d'une eau courante, vraiment qui coule, enfin des petits torrents, des rivières et des histoires pareilles, mais pas une rivière calme, d'eau calme. Donc il lui faut vraiment du courant, des pierres, entre autres pour pouvoir s'ancrer dans le fond, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ces rivières rapides, oxygénées, avec du courant, sont quand même en général plus propres et plus riches donc, en nourriture que les eaux qui sont moins riches, plus polluées, moins nourricières. Et donc on va surtout le retrouver dans le sud de notre pays alors? Tout à fait. Par exemple, dans la province du Luxembourg, il est présent partout. Province de Namur, au sud de la province de Namur, il est présent partout. Donc il a vraiment besoin d'eau courante et propre. Donc c'est un indicateur de la qualité de l'eau. Et mais en Brabant et en Flandre, et dans les Flandres, il n'est pas là parce que c'est plat. Et quand c'est plat, il n'y a pas de courant, ou beaucoup moins de courant, donc il n'y a pas de petits torrents, ou très peu de petits torrents comme chez nous, quoi. Et donc chez nous, ça veut dire qu'on va le retrouver au bord de quelle rivière? De toutes les rivières propres où il y a du courant. C'est-à-dire en province du Luxembourg, vraiment à peu près partout. Ça veut dire la Lesse, l'Ourthe, le bassin de la Lesse. la Semois aussi. C'est ça. Et les affluents, bien entendu, dans chaque fois les bassins de ces grandes rivières, quoi. Plutôt proche de la source, ou quand les rivières s'élargissent, il est là aussi? Du moment qu'il y a du courant, il est présent. Donc sur la Lesse, il est présent pratiquement jusqu'à la Meuse. Mais à la Meuse, il n'est pas présent. Parce que la Meuse, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de... donc là, il ne sait pas survivre. Pourquoi est-ce qu'on dit que le cincle plongeur est un bon bio-indicateur? Parce que s'il est présent, ça veut dire qu'il y a sa nourriture qui est présente. Ça veut dire que les cours d'eau sont riches en larves d'insectes aquatiques, donc des éphémères et des histoires pareilles. S'il n'y a pas ces insectes, si l'eau n'est pas OK, il n'y a pas de cincle. Voilà, donc c'est un bon bio-indicateur, comme tu as dit. Est-ce qu'il mange aussi des petits poissons ou que des larves d'insectes? Il ne mange pas de petits poissons, il ne mange vraiment que des larves d'insectes. Dans le temps, les pisciculteurs l'accusaient de manger les œufs de truite ou les pêcheurs, mais bon, tout ça maintenant, c'est dépassé, quoi. Si vous avez la patience de vous arrêter un instant au bord de l'eau, vous aurez certainement la chance d'admirer le cincle plongeur. Mais pour le trouver, il faut certainement aussi découvrir son milieu. Il a souvent l'habitude de se poser sur les mêmes rochers avant de rejoindre son nid. Installé depuis le lever du soleil, Jérémy tente de se faire oublier. Camouflé, il attend que la nature s'éveille. Où est-ce que tu te caches ? Celui qu'il veut capturer aujourd'hui, c'est le cincle plongeur. Mais avant de l'observer, c'est son cri qui permet de le repérer. Et donc en fait le cingle, il a vraiment un cri très typique à lui. C'est vraiment un petit trit, trit, trit. Et quand on est sur son territoire, on met généralement pas 2 minutes à l'entendre. La particularité chez le cingle, c'est que le mâle et la femelle chantent. Que chez certains oiseaux,
C'est plutôt le mâle qui chante vraiment pour attirer les femelles, ce qui donne parfois lieu vraiment à des spectacles très beaux. Il sort. Chasseur d'images, mais aussi naturaliste, Jérémy suit ce couple de cincles plongeurs depuis le début de l'année, et depuis quelques jours, la famille semble s'être agrandie. Je suppose qu'il y a une jeune portée, car il y a ça 2-3 jours, je les ai vus chasser juste ici devant moi, avec quelques vers, quelques petits insectes aquatiques, coincés vraiment dans le bec. Et puis en fait, ils faisaient des allers-retours au nichoir avec ces insectes. Et quand ils sortaient, il n'y avait plus d'insectes. Donc ça veut certainement dire qu'il y a des petits à l'intérieur. Là, t'es magnifiquement bien mis. Ici, le cingle plongeur, je le suis depuis déjà le mois de février. Donc la parade commence très tôt dans l'année. Et c'est à ce moment-là qu'on repère un peu où les couples se forment, où ils vont se cantonner, voir un peu en dessous des ponts s'il y a des signes de nid. Et puis venir assez régulièrement voir s'il n'y a pas eu de dérangement, si le cingle n'est pas parti, s'il parade encore. Et prévoir les affûts justement quand les jeunes vont sortir, vont commencer à rôder un peu autour du nid. La photographie animalière, c'est vraiment une passion de recherche, d'attente. Il ne faut pas avoir peur d'attendre des heures sans rien voir. Des affûts infructueux. Et puis voilà, il y a toujours un moment donné où ça paye, il faut juste avoir l'espoir de voir l'animal et la nature nous le rend toujours bien. Il a une grosse branche dans son bec et bien exposée au soleil. Rester longtemps immobile, c'est le secret pour les observer. Et hop au nichoir. Mais depuis son poste d'observation, Jérémy se sent privilégié. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure passion. C'est un peu un moyen de se retrouver dans la zen attitude complète, se poser au pied d'un arbre et puis écouter l'eau qui coule, ou juste ne penser à rien. Et vraiment faire le vide de tout. Et puis quand la chance nous sourit, l'animal arrive, et puis là l'adrénaline reprend le dessus, on est tout content, et puis c'est ça qui est magique dans la photographie animalière. Ah ben oui, regarde là. Tout ça, c'est des traces de ratons, quoi. Donc tu vois que ça circule vraiment au bord de l'eau pour écumer, entre autres, tout ce qu'il y a au bord de l'eau. Et c'est vraiment des traces tout à fait caractéristiques avec des petites, on dirait des petites mains de singe, quoi. Ouais. Et il ne chasse pas qu'ici, hein, il grimpe à l'arbre, mais il vient au bord de l'eau pour laver sa nourriture. Oui. Le raton laveur, c'est vraiment le principal prédateur du cincle plongeur? Oui, en tout cas le nouveau prédateur. Il y a toujours eu des prédateurs. Ça peut être un putois au bord de l'eau, ça peut être des prédateurs naturels, mais ça, disons qu'il y est habitué, ces deux nids par an, ces deux reproductions par an, ça va, mais le raton laveur, c'est vraiment un exogène qui est arrivé, qui écume tout ce qu'il y a au bord des cours d'eau, et pas que d'ailleurs. Et donc là, tout à coup, il est soumis à une pression de prédation qui est beaucoup plus forte, qu'il n'a jamais connue avant. Est-ce que le fait d'installer dès lors des nids sous les ponts, des nids artificiels installés par l'homme, ça aide à prévenir un peu mieux cette prédation? Et certains, parce qu'ils sont très attractifs pour le cincle, donc il va volontiers dedans, donc ils sont très occupés. Et alors si on les met à un endroit où le raton ne sait pas arriver, ça va, là c'est des nichés qui sont sauvés, quoi. Donc il faut vraiment étudier l'environnement pour placer les nids afin que les ratons laveurs ne puissent pas accéder. Exactement, quoi. Au centre des ponts, au-dessus, au surplomb de l'eau, de façon à ce qu'ils ne puissent pas y arriver, quoi. On va retrouver à présent Stéphane Delogne pour sa chronique. Il nous parle des lisières forestières, des petits havres de biodiversité situés entre deux peuplements où les animaux peuvent trouver de la nourriture mais aussi des endroits pour s'abriter.
Bonjour à tous, c'est les Curieux de Nature. Aujourd'hui, je vous emmène sur la ligne de démarcation entre la forêt d'un côté et le milieu ouvert de l'autre, ce qu'on appelle la lisière forestière. Alors dans cet exemple, la lisière est particulièrement abrupte, cela veut dire qu'elle est très nette, très marquée, il n'y a aucune association végétale progressive entre les deux milieux et ça n'est pas très favorable pour la nature. Moi, aujourd'hui, je vous explique le type de lisière forestière qui profite le plus à la biodiversité. Nous sommes ici en lisière de forêt, il n'y a pas eu de plantation effectuée par l'homme, cela fait suite à une coupe à blanc. On retrouve beaucoup plus d'espèces héliophiles, c'est-à-dire qui aiment la lumière, le soleil. On a de l'aubépine, du bouleau, du tremble, du sorbier. Ces différentes essences vont offrir beaucoup plus de pollen et de baies qui vont être fréquentées par des pollinisateurs et différents insectes eux-mêmes prédatés par des oiseaux ou des chauves-souris comme le grand rhinolophe qui affectionne ce genre de couloir. On va retrouver des petits mammifères comme les hérissons, les hermines, des oiseaux rares comme la pie-grièche grise. Et ce genre de couloir va assurer une transition optimale entre la forêt très sombre et le milieu ouvert qui est à découvert. Nous nous trouvons ici au beau milieu d'une lisière forestière restaurée par le parc naturel Ardennes Méridionale et le DNF. Ils ont planté différentes essences, on va retrouver du tilleul, du sorbier des oiseleurs, du prunelier ou encore de la bourdaine. Cela va former à terme une lisière étagée et une transition parfaite entre le manteau arboré, ici le cordon arbustif et là un ourlet herbacé. Cela favorise le déplacement des espèces dans les massifs forestiers et cela crée de formidables corridors écologiques. À terme, bien sûr, les clôtures seront enlevées et même le gibier pourra profiter d'une nouvelle offre alimentaire. Vous êtes propriétaire d'une forêt privée, vous pouvez évidemment l'enrichir et créer un effet lisière en plantant des arbres, des arbustes en bordure pour avoir cet effet de transition. Et cet effet lisière, vous pouvez aussi le créer dans votre jardin en plantant des arbres, des arbustes plus petits, en laissant des fleurs hautes et des milieux plus bas. Vous allez avoir des strates différentes et vous allez favoriser un tas d'oiseaux, de papillons, d'insectes différents et la grande biodiversité au jardin. Alors vous aussi, chez vous, agissez pour la nature. En fait, dans tous ces sites qu'on a découverts aujourd'hui, chaque fois, il n'y avait qu'un seul nid de cincle plongeur. C'est parce que cet oiseau est très territorial. Oui, tout à fait. Donc chaque couple a son territoire et les autres cincles ne sont pas du tout les bienvenus. D'ailleurs, les jeunes, dès qu'ils sont émancipés, ils doivent se barrer, ils doivent partir à la recherche d'un territoire. Donc quand les nichés sont finis, eh bien, il n'y a plus que les parents et qui vont passer l'hiver, attendre l'année suivante, le printemps suivant. Et les jeunes, eux, ils doivent partir à l'aventure et trouver un nouveau territoire libre. Un territoire libre et un partenaire avec qui ils pourront aussi créer leur nid et les futures portées. Exactement. Merci beaucoup Eric, c'était hyper sympa de découvrir le cincle plongeur avec toi. Merci aussi à nos téléspectateurs parce qu'on vous a proposé aujourd'hui une émission qu'on pourrait qualifier de participative. Tout un tas de téléspectateurs nous ont envoyé leurs images qui nous ont permis de découvrir davantage le cincle plongeur et d'illustrer cette émission. Et ça, c'est vraiment super chouette. On se retrouve dans un mois pour un nouveau Curieux de Nature ou quand vous voulez sur notre site internet. À très bientôt.